Bonjour Monsieur Macron, bonjour Monsieur le candidat Emmanuel Macron. Merci de nous recevoir dans le bureau de votre siège de campagne. À l'heure où vous auriez dû être sur notre plateau, le président Emmanuel Macron sera en entretien sur les questions internationales. Nous le regrettons. Vous le regrettez? Je le regrette aussi, mais c'est la contrainte qui va avec la fonction que j'exercerai jusqu'au bout et dans le même temps le travail de conviction que je veux aussi pouvoir mener autant que je le peux. Et je pense que, en tout cas, merci de m'avoir permis de participer à cette émission dont le thème m'est cher et dont les sujets me sont chers. Donc merci beaucoup. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Je vous présente les deux lectrices duel qui vous poseront chacune une question. Donc Anne-Laure, vous êtes chef d'entreprise, vous venez de Savoie, et Brigitte, infirmière libérale originaire de Nice. Notre première question, évidemment, elle porte sur l'actualité écrasante. Que compte faire la France pour les femmes réfugiées ukrainiennes, pour les familles réfugiées ukrainiennes? Est-ce que vous savez déjà combien on en accueillera? La France, je l'ai dit mercredi dernier aux Françaises et aux Français, prendra sa part. Nous les accueillerons. Nous accueillerons évidemment toutes celles et ceux qui ont des parents, mais aussi celles et ceux qui fuient la guerre et n'ont pas d'attache en France. Il y aura vraisemblablement une discussion européenne à un moment qui se fera pour éviter que toute la charge repose sur les pays où ces femmes, ces enfants et parfois ces hommes aussi arrivent en première intention. Nous serons là, nous tiendrons notre rôle, notre rang et nous serons aussi fidèles à nos principes. Monsieur Macron, les femmes devaient être la grande cause de votre quinquennat. Alors sur la question des violences conjugales, vous avez certes pris des mesures fortes, mais les dispositifs que vous avez déployés sont très peu mis en place. Et les chiffres sont là, dramatiques pour le rappeler. Tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. 16 femmes ont été tuées depuis le début de l'année. 16. Alors forcément, il y a beaucoup de déceptions. Grande cause, petit bilan, disent même certaines associations féministes. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, candidat, pour aller plus loin? Alors d'abord, ce serait injuste de dire ça. Je fais une page simplement de rétrospective. Automne 2016, je suis alors uniquement candidat et encore pas déclaré. La première chose sur laquelle je m'engage, ce sont les violences faites aux femmes dans les transports. À cette époque-là, on est bien avant MeToo, tout le monde me rit au nez. Si c'est ça son programme, il est amusant lui, mais ça ne marchera pas. C'était ce qui ressortait de la grande marche qui s'était tenue tout l'été 2016. Je m'engage sur une grande cause du quinquennat qui sera l'égalité femmes-hommes. Les violences, et dès novembre 2017 avec un projet qui aboutira sur le Grenelle avec beaucoup de réformes, je vais y revenir, et des résultats. Et après, les autres sujets qu'on évoquera, l'égalité salariale, la représentation et autres. Il y a un bilan qui est là. Est-ce qu'on change une société en 5 ans? Non. C'est pour ça que la décision que j'ai prise, c'est de m'engager sur 5 ans à venir encore et de dire la grande cause du prochain quinquennat, si les Françaises et les Français me font confiance, ce sera l'égalité femmes-hommes encore. Parce que le travail n'est pas fini. Maintenant, quand je regarde les choses, les femmes qui se faisaient agresser, harceler dans la rue, il n'y avait pas de problème jusqu'en 2017. Ça n'était pas pénalisé. On a créé un délit d'outrage sexiste. Il y en a plus de 5000 qui ont été faits. Est-ce que c'est suffisant? Non. On va tripler le montant de l'amende. Deuxièmement, tout le monde nous disait les policiers et les gendarmes ne sont pas bien formés pour recueillir la parole quand les femmes sont agressées chez elles, sont l'objet de violences au quotidien intrafamilial. Nous avons formé 90 000 policiers et gendarmes pendant ce quinquennat. Maintenant, toutes celles et ceux qui sortent d'écoles de police et de gendarmerie sont formés en totalité. C'est l'engagement que j'ai pris et je l'ai tenu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va doubler le nombre d'enquêteurs sur les sujets de violence intrafamiliale et de violence faite aux femmes. Et donc on passera à 4 000. Ça fait partie justement du budget de la projection pour nos forces de sécurité intérieure que j'ai prévu. Et nous allons augmenter de 200 les intervenants sociaux qui sont très importants pour accueillir la parole. Sur les violences conjugales, monsieur le candidat, les associations féministes demandent 1 milliard et demandent une juridiction spécialisée pour traiter les violences conjugales, car ça prend trop de temps, c'est trop lent et ça n'est pas assez efficace. Alors le sujet aujourd'hui du chiffre, il faut regarder tous les ministères qui sont concernés. Donc on n'a jamais autant dépensé, et c'est normal et c'est juste, et on continuera de le faire. Mais ce n'est pas au ministère justement des droits des femmes ou de l'égalité femmes-hommes qu'on le fait. Ça doit être au ministère de la Justice, ça doit être au ministère de l'Intérieur. Et beaucoup de ces associations, d'ailleurs, m'ont souvent interpellé pour me dire c'est là que ça doit bouger. Et c'est vrai. On a commencé à le faire, je le disais,
chez les policiers et les gendarmes. Et on va continuer avec les chiffres que j'évoquais. On va mettre en place, je réponds très précisément à votre question, on va mettre en place un fichier des auteurs de violences conjugales. Aujourd'hui, il n'existe pas. Et donc, il sera créé pour qu'on puisse faire le suivi et tout de suite avoir une situation d'alerte. On va ensuite, on a d'ores et déjà réduit les délais. Quand j'ai été élu, les délais étaient de 32 jours pour délivrer l'ordonnance de protection. Une femme arrivait, il fallait que la plainte soit prise. Très souvent, comme les policiers et les gendarmes n'étaient pas formés, on lui disait « vous reviendrez ou vous ferez une main courante ». Maintenant, ils sont formés pour prendre la plainte. Mais quand ça arrivait du côté de la justice, on mettait en moyenne 32 jours pour prendre l'ordonnance de protection. Maintenant, au moment où je vous parle, c'est 6 jours. Donc on va continuer d'investir et l'engagement que je prends, c'est de mettre en place un pôle juridictionnel spécialisé et de mettre en place un système de plainte en ligne. Parce qu'il y a la plainte qu'on va mettre au commissariat avec des gens mieux formés, c'est l'acquis du quinquennat passé. Maintenant, ce que je veux qu'on puisse faire, c'est la plainte en ligne, le pôle juridictionnel spécialisé et de pouvoir développer ce qu'on a commencé de faire, qui est la plainte hors du commissariat. Soit en ligne, maintenant on le permet, on a commencé à l'ouvrir par expérimentation dans certains hôpitaux. Ce sont ces modèles que je veux qu'on puisse développer. Je me tourne vers Brigitte qui a une question à vous poser. Je suis infirmière libérale à Nice, dans une cité au nord de Nice depuis 41 ans. Et dans ma pratique quotidienne, je rencontre des femmes, beaucoup de femmes, qui sont confrontées à des difficultés d'accès aux soins, notamment aux soins spécialisés comme en gynécologie. Ces difficultés se sont considérablement, et j'apprendrai rien, aggravées avec la pandémie, entraînant parfois des renoncements aux soins. Que proposez-vous pour garantir à ces femmes un accès à la pleine santé? Merci beaucoup, madame, et merci aussi pour le travail et l'engagement qui est le vôtre. Ce que vous décrivez, malheureusement, c'est un problème qui, j'allais dire, dépasse presque la question de l'égalité femmes-hommes, qui est celui de l'accès aux soins et de la difficulté qu'on a aujourd'hui dans notre pays à trouver tel ou tel spécialiste. Et c'est vrai dans beaucoup d'endroits, et là où vous pratiquez n'est pas réputé comme étant d'ailleurs ce qu'on appelle un désert médical aujourd'hui. C'est ça. Bon. Donc la première chose, c'est s'attaquer à la racine, c'est de continuer à ouvrir de plus en plus de postes, ce qu'on a commencé à faire en 2018, en ouvrant le fameux numerus clausus pour former plus de médecins. Et ce que je veux mettre en place, c'est, au-delà de ce qui a d'ores et déjà été fait, d'aller beaucoup plus loin sur justement la lutte contre ces fameux déserts médicaux et d'une part de mieux réguler l'installation des professionnels de santé, en particulier de certains spécialistes, et de garantir dans certaines conditions les enfants en bas âge, les femmes, les personnes qui sont en maladie chronique et les personnes les plus âgées, l'accès, à travers un numéro qu'on peut appeler sur le territoire, à un professionnel de santé quand son médecin traitant parfois n'est plus là, qu'on l'a perdu, qu'on n'a plus une référence. Et donc, pour le cas très spécifique que vous évoquez, je souhaite pouvoir mettre en place deux choses. La première, c'est d'avoir de manière très régulière, de continuer à développer les bilans de santé préventifs pris en charge à 100%. Il y a eu un très gros travail qui a été fait et qui n'a pas commencé sous ce quinquennat, qui est le fruit de nos professionnels de santé et des associations, qui est la meilleure prise en charge et prévention, en particulier du cancer du sein. Je veux qu'on continue là à prévenir et à communiquer. Ça fait partie de notre stratégie cancer. Et donc qu'il puisse y avoir à des âges réguliers de la vie des bilans santé qui soient faits préventifs. Mais je veux aussi que les femmes qui ont besoin d'avoir un accès au gynécologue et qui n'en ont plus parce que sur leur territoire il n'y en a plus, puissent, en accédant à une plateforme, avoir dans un délai qui est de moins de 2 mois, voire un délai d'urgence quand il se justifie, accès à un gynécologue pour pouvoir avoir le suivi qui est requis. Merci, mais je voulais juste rajouter, on a parlé des spécialistes, mais il y a aussi nos médecins généralistes. Et je vois, moi je suis donc dans cette cité depuis fort longtemps. On avait 6 médecins généralistes. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un seul médecin généraliste. Et malheureusement aussi, nos médecins généralistes sont tellement chargés qu'ils ne se déplacent quasiment plus. Et on voit très bien qu'il y a eu une répartition des compétences, et notamment, il y a eu une mise en exergue lors de la pandémie avec les infirmières pour pouvoir justement répondre aux besoins de santé de nos populations, de notre population. Là, vous avez parfaitement raison, et ça fait partie de ce que je veux essayer de lancer dans
je dirais, ce grand chantier de la santé qui doit aller au-delà de ce qu'on a fait avec le Ségur de l'hôpital et des premières mesures. Mais c'est d'essayer un peu de décloisonner les choses pour mieux répondre aux besoins de soins. En fait, dans notre pays, on utilise beaucoup moins bien les paramédicaux que dans d'autres pays. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en effet, beaucoup trop d'actes restent au niveau du médecin, alors qu'ils pourraient être délégués à des infirmiers et infirmières, à des orthoptistes. Vous le proposerez, Oui, je le proposerai. Je le propose d'ailleurs, parce que maintenant c'est lancé. Oui, vous le proposez. Oui, je pense que pour moi, c'est absolument essentiel. Il y a deux choses. On doit former plus de médecins. On va mettre 10 ans. Alors, on a commencé en 2018, mais ça met du temps. Donc, on doit former plus de médecins. On doit un peu rediscuter l'organisation sur le territoire. D'abord parce que les médecins qu'on forme aujourd'hui n'ont pas les mêmes goûts qu'hier. On voit aussi que les jeunes médecins, ils veulent plus travailler seuls. Ils veulent beaucoup plus être en maison de santé. Ils veulent travailler avec des paramédicaux. Parfois, ils veulent être salariés. Et donc, il faut qu'on ait un modèle qui casse la rupture qu'il y avait entre médecine de ville, médecine hospitalière, et qui permette aussi aux médecins d'être plus concentrés sur les tâches qui sont les siennes pour lesquelles la nation a investi 10 ans de formation, mais qu'il ait des aides pour l'administration et des aides pour les paramédicaux pour faire des actes et libérer du temps pour les patients qui en ont besoin. Monsieur Macron, Michel n'a pas pu être présente aujourd'hui dans votre bureau. Elle est agente polyvalente de crèche dans le Val-de-Marne et elle souhaitait tout de même vous en poser une. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis une maman solo. Je suis célibataire avec un enfant à charge. Je vis dans un T2. Je souhaiterais avoir un T3. C'est impossible. C'est trop compliqué, je gagne 1 200 €, j'y arrive pas. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour les parents isolés, pour les aider, tant à se loger que vivre de façon normale. Merci beaucoup. Je pense que c'est la question de ce qu'on appelle les familles monoparentales ou les mamans solo. Pourquoi ? Parce qu'à 85%, 90%, ce sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants ou leurs enfants. Et ce sujet, je dois dire d'ailleurs, là aussi si je regarde le quinquennat, il est sorti pour la première fois politiquement au moment de la crise des Gilets jaunes. Moi j'ai été frappé dans tous les grands débats que j'ai faits. Beaucoup de femmes qui étaient dans ces situations ont dit on doit bouger. Donc pour répondre à la question de madame, on a essayé de commencer à bouger des choses durant le quinquennat. Je souhaite qu'on puisse aller plus loin avec plusieurs sujets. Le premier, c'est que on puisse, je ne sais pas quelle est la situation particulière de madame, mais c'est la pension alimentaire. Pour beaucoup de ces mamans solo, de ces familles monoparentales, le sujet, c'est le versement de la pension alimentaire. Il y a énormément d'impayés ou de retard. Que proposez-vous ? Ce qu'on a commencé à mettre en place, et que maintenant je veux généraliser et aller au bout, c'est-à-dire qu'il y ait un paiement automatique et un tiers de confiance qui est la caisse d'allocation familiale. Et donc on a commencé à le mettre en œuvre. C'est terrible, ça a été terriblement lent parce qu'il y a plein d'inerties et autres. Mais aujourd'hui, dans beaucoup trop de cas, on avait bien souvent des pères qui ne payaient pas leur pension, qui mettaient dans des situations impossibles les mères qui élevaient seules leurs enfants. Et donc maintenant, il y a la possibilité, et même l'automaticité, que ce soit versé par la CAF, et si le père ne paye pas, on va lui prélever directement. Mais c'est en quelque sorte la puissance publique. Oui, on va maintenant l'automatiser, et surtout ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va mettre en place que la CAF puisse être médiateur, c'est-à-dire sans jugement, puisse permettre de le faire et d'avoir cette solution en quelque sorte par défaut. Parce que pour beaucoup de mamans seules qui élèvent leurs enfants, elles se retrouvent dans une situation impossible parce qu'elles sont souvent un accès au droit qui est imparfait, donc elles ne savent pas qu'elles ont droit à ça. Et c'est tout le problème. Cette réforme, j'avais voulu la lancer dès 2019. Ça ne marchait pas parce que les mamans ne le demandaient pas. Donc automaticité et la CAF dans ce rôle de médiation qui va permettre de prendre la médiation et de faire le virement. La deuxième chose, c'est pour la garde d'enfants. Rapidement. Mais parce que c'est vraiment un sujet important et je pense qu'il y a encore d'autres choses qu'on doit pouvoir imaginer et sur lesquelles on doit avancer. Deuxième chose, la garde d'enfants. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse beaucoup mieux aider. Ça fait partie pour moi des sujets aussi de retour au travail et d'égalité femmes-hommes. Aider la garde des enfants. Crèche, assistante maternelle, c'est un des vrais problèmes. C'est un problème d'égalité femmes-hommes, c'est un problème pour nos enfants et c'est un problème pour la natalité française. Parce que s'il n'y a pas de solution de garde claire et qu'on vit dans cette angoisse, on ne fait plus d'enfants. Il nous reste 4 minutes. Et donc, sur ce sujet, ce qu'on va mettre en place, c'est un système, en quelque sorte, un droit à la garde, c'est-à-dire que soit on vous propose l'assistance maternelle, soit on vous propose un système de crèche. Sinon, on vous accompagne pour trouver une solution financièrement. Cette aide, qui existe jusqu'à 6 ans de manière imparfaite, on la mettra jusqu'à 12 ans pour les familles monoparentales, parce que quand on n'a pas un deuxième parent sur qui s'appuyer, quand on a la moitié des grands-parents par définition, c'est beaucoup plus dur. Sur l'égalité salariale, Monsieur Macron, vous avez créé un index. Oui. Malgré cela, les femmes continuent de gagner 23% de moins
que les hommes en moyenne, et à poste égal, elles gagnent 16 à 17% de moins. Le compte n'y est pas. Il y a d'autres candidats qui proposent, comme Anne Hidalgo, de pénaliser les employeurs ou alors de conditionner les aides publiques. Et vous, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous leur proposez pour aller plus loin? Premièrement, l'index, on ne s'arrête pas là. Il y a des sanctions financières qui sont prévues. 2022. Donc il faut d'abord faire la transparence, la mesurer. C'est pour toutes les entreprises au-dessus de 50 salariés. Pour la première fois, on a mis en 2018 dans la loi quelque chose qui n'est plus une obligation de moyens, mais de résultats. Mais ça ne suffit pas. Mais parce que vous êtes qu'au début, on veut toujours changer la loi dans notre pays. Après, on dit qu'on en fait trop. On a fait une loi en 2018, on l'applique. Elle prévoit, au deuxième semestre 2022, une clause de rendez-vous avec les sanctions financières. Donc elle va s'appliquer. Et moi, je la ferai appliquer, premièrement. Donc sanctions financières pour les entreprises qui se décalent de l'index. La deuxième chose, c'est les carrières hachées. Ce qui fait qu'il y a ces écarts entre les femmes et les hommes, ce sont les carrières hachées. Et donc sur les carrières hachées, qu'est-ce qu'on va faire? Le meilleur accompagnement, justement, pas simplement des familles monoparentales, mais de toutes les familles pour garder les enfants. Et on a mis en place le congé paternité, qui est un élément de justice et d'égalité femmes-hommes. On l'a doublé en le passant de 14 à 28 jours. On le rend obligatoire pour au moins 8 jours pour les hommes. Et ça, c'est un élément qui permet aux femmes de revenir plus rapidement, justement, au travail. Et en même temps, de créer plus de justice pour nos enfants, parce qu'ils sont accompagnés par les deux parents. Troisième point, il faut mieux financer les femmes qui entreprennent. Et là-dessus, on ira plus loin avec la Banque publique d'investissement, à qui on a mis des premières contraintes dans la proposition de loi Rixain, et qui ira plus loin sur le financement des femmes. Et on a ensuite la question de la présence des femmes dans les comités de direction, où là, on a maintenant mis dans la loi ces deux rendez-vous, 30% des dirigeants en 2027, 40% en 2030, là où il n'y avait jamais eu de contrainte dans les comités exécutifs. Question d'Anne-Laure, chef d'entreprise, justement sur la représentativité et la présence des femmes dans la vie publique. Bonjour Emmanuel Macron. Vous avez fait la parité au sein du gouvernement, vous avez fait la parité à l'Assemblée nationale. On a quand même toujours cette impression que ce soit votre garde rapprochée, que ce soit tout ce qui touche au pouvoir, il n'y a pas de figure féminine emblématique. On a vraiment cette impression de boys club. Est-ce que c'est une parité de façade? D'abord, merci de le rappeler. Quand j'ai été élu, on avait 11% de femmes à l'Assemblée. On est à plus de 38% parce qu'il y a un groupe majoritaire qui est paritaire. Donc, moi, je ne fais pas de la façade. J'ai investi des femmes pour devenir députée de la République. Et j'ai investi des femmes dans des endroits où on pouvait gagner aucune autre formation politique. Et elles vivent depuis beaucoup plus longtemps que nous ne l'a fait. Mais autour de vous, on a l'impression qu'il n'y a que des figures de pouvoir masculin. Le Boys Club, c'est une lectrice qui vous le dit. Non, mais je vous réponds. Donc, premièrement, je dis on l'a fait vraiment. L'Assemblée nationale, pardon, mais les députés de la République, c'est pas rien. Deuxième point, gouvernement paritaire, mais aussi aux fonctions clés. En ce moment, nous sommes dans une situation de guerre. Dans les conseils de défense que je mène, Florence Parly, qui m'accompagne depuis le début du quinquennat, après Mme Goulard qui était là dans les premiers mois, elle est là. C'est une femme ministre de la Défense. Oui, vous avez quand même, je suis désolée, 80% des directeurs de cabinet sont des hommes. Les cabinets essaient d'être paritaires, ils ne sont pas totalement paritaires, c'est tout à fait vrai. 80%. Après, c'est la liberté de chaque ministre de nommer ses parités. Moi-même, j'ai un cabinet à l'Élysée qui n'est pas tout à fait paritaire, même si on a veillé à améliorer les choses. Mais enfin, on a une constitution. Et dans cette constitution, on voit bien qui prend les décisions et qui les prend autour du président de la République. Et moi, j'assume d'avoir mis des femmes à des responsabilités éminentes. Et donc, il n'y a pas de club dans la République. Moi, je ne fonctionne pas en club. Le Conseil de défense dont on a tant parlé, c'est un conseil où ce sont les ministres qui sont là et qui décident. J'ai, pendant longtemps, dans le quinquennat, une secrétaire générale de la Défense nationale qui était une femme et qui est maintenant secrétaire générale du gouvernement, qui est le premier poste de notre administration. Deux dernières questions. Ça, pardon, mais ce sont des preuves réelles. Quand la ministre de la Défense, la secrétaire générale du gouvernement sont des femmes, ça vous montre bien que ce n'est pas simplement pour, quelque sorte, la galerie. Deux dernières questions, extrêmement rapidement. Nous sommes déjà hors temps. Vous avez dit MeToo, le mouvement MeToo, c'est bien. Il a libéré la parole des femmes. Vous avez eu j'ai dit que c'était important. Vous avez eu un discours volontariste là-dessus. Et néanmoins, il y a eu, dans votre gouvernement, des hommes ministres qui ont eu parfois des comportements inappropriés. Alors, ma question, elle est claire. Est-ce qu'il y a un double discours de votre part, c'est-à-dire un discours politique volontariste et une pratique d'indulgence? Non, aucune. Mais il y a simplement le respect de la présomption d'innocence et le fait que je ne veux pas la République du soupçon. Ces ministres n'ont jamais eu de comportement inapproprié devant moi ou au sein du gouvernement. Il y a eu, à chaque fois, des articles de presse, des polémiques. Bon, soyons explicites, vous parlez de M. Hulot, de M. Darmanin. M. Hulot, la question s'est posée. J'en ai parlé avec lui.
Il n'y avait aucune plainte qui était déposée au moment où il était membre du gouvernement. Il m'a dit tout ça est faux, c'est pas vrai, ce sont des cabales politiques. J'ai eu la discussion avec lui. Je lui ai dit est-ce que ce que tu me dis est vrai? Oui. Avec le Premier ministre, nous nous sommes posé la question. Si on commence sur des dénonciations qui ne sont pas instruites par la justice, où la présomption d'innocence, c'est ce que nous devons à nous-mêmes, qui est au cœur de notre Constitution. D'accord, mais il avait quitté le gouvernement, c'était après. Donc j'assume totalement la décision que j'ai prise. Monsieur Darmanin, c'est la même chose. Il y a un non-lieu. Il y a eu un non-lieu. Et donc, j'ai envie de vous dire, la justice a rendu raison au choix que j'ai fait. Mais autant je serai un défenseur absolu de l'égalité femmes-hommes. Je serai un combattant absolu contre toutes les formes de violence, d'irrespect, d'incivilité, d'abus de pouvoir qui m'insupportent. Mais je dois être un défenseur, et nous devons être les défenseurs absolus, de la présomption d'innocence. Sinon, nous rentrons dans la République du soupçon et de la dénonciation. Et on ne peut plus vivre ensemble. Et donc moi, je ne suis pour aucune complaisance, mais je veux qu'on puisse vivre ensemble. Alors pour conclure, en 2017, vous aviez émis le souhait de nommer une femme à Matignon. En 5 ans, vous n'avez trouvé personne dans vos rangs qui soit susceptible de faire ce travail et qui ne serait pas un homme? J'avais dit, et je le redis, je ferai la même chose, que à chaque fois que je pourrais sur un poste à compétences égales et compte tenu des contraintes qui sont celles d'un président de la République, nommer une femme, je le ferai. C'est ce que j'ai fait. Et donc si ces conditions se présentent, je le ferai aussi. Mais jamais je n'ai nommé une femme pour nommer une femme. Parce que c'est la conception que je me fais de l'égalité femmes-hommes. Ce n'est pas là aussi pour cocher une case. C'est parce qu'on considère qu'à un moment donné, il y a une femme qui est là, qui peut endosser la fonction et qui aussi correspond Donc ça n'a pas été le cas pendant ces 5 dernières années. Quand vous regarderez les choses, ceux qui m'ont accompagné la première fois pourraient vous dire il n'a même pas été capable de nommer un Premier ministre qui avait fait sa campagne la dernière fois et qui était dans sa majorité. Donc vous voyez qu'il y a aussi des contraintes, des éléments d'ouverture qui justifient. J'ai essayé tout au long de ce quinquennat, et je le ferai jusqu'au bout, de nommer au poste de responsabilité, quel qu'il soit, les personnes les plus compétentes et de donner aux Françaises et aux Français les personnes pour les défendre. Et parfois, il vaut mieux un homme qui s'engage aussi pour l'égalité femmes-hommes qu'une femme qui s'y engage moins. Parce que c'est ça la réalité. Et la conception que je me fais de cette grande cause que je veux pour la suite, elle est universaliste. C'est-à-dire que je pense que l'égalité femmes-hommes, ce n'est pas un sujet pour les femmes. C'est un sujet pour les hommes et les femmes, c'est un sujet pour tous les citoyens. Et je pense, quand j'ai dit que j'étais féministe, je le suis en tant qu'universaliste. C'est que je pense que c'est la moitié de l'humanité, la moitié de notre société et de notre nation. Et donc je ne me mets pas non plus en quelque sorte dans des cases. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mesdames. Emmanuel Macron, candidat. Merci de nous avoir reçus. Merci à nos lectrices. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup et merci d'avoir été là.